Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, merci professeur Le Boyer, merci professeur Lorca pour l'invitation. Très honoré d'intervenir dans cette session et puis sur ce sujet qui m'est relativement cher parce que c'est un peu de nos sujets chauds du moment aussi côté Alzheimer et je pense que ça peut être quelque part un exemple, évidemment, de comparaison n'est pas raison, mais ça peut aussi montrer à quel point les biomarqueurs peuvent être bien, peuvent être aussi moins bien. Et donc comment la médecine avance finalement avec l'arrivée de ces nouvelles technologies. Mes liens d'intérêt, il n'y en a pas de très pertinents pour cette présentation. On parlera un tout petit peu des médicaments à la fin. Sachez que je suis investigateur ou sous-investigateur des médicaments en question. Pour autant, je ne me fais pas un centime par les labos. Donc on va suivre un plan en 3 parties. On est français, on aime bien les plans en 3 parties. Donc on va commencer par d'abord qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer pour vous réveiller un peu en postprandial. Désolé, il n'y a pas de distributeur de café, mais bon, on va faire sans. Il n'y aura que moi. Donc ensuite, on va voir aussi les limites finalement d'une approche purement phénotypique dans les années 80. Voilà, ça c'est une question vraiment intéressante pour les psychiatres, puisque à l'heure actuelle, votre nosographie est purement phénotypique. Et finalement, le tournant vers le biomarqueur et maintenant aussi le coup de barre complètement dans l'autre sens, les limites du tout biologique. Alors, perspective historique, vous connaissez tous cette histoire. 1906, un psychiatre à Francfort, Alois Alzheimer, décrit cette patiente, Auguste Deter, qui présente un syndrome démentiel, amnésique, avec des troubles du comportement, etc. Et quand, après son décès, il en fait l'autopsie et il décrit les lésions neuropathologiques qu'on connaît tous, et notamment, en l'occurrence, c'est surtout les dégénérescences neurofibrillaires qui sont nouvelles à cette époque. Les plaques amyloïdes avaient déjà été décrites depuis une dizaine d'années. Donc, c'est la base. Vous me direz, qu'est-ce qu'il y a de neuf en disant ça ? Au moment où on part sur le tout phénotypique ou le tout biologique, il est important de rappeler que, dès le départ, la maladie d'Alzheimer est une entité clinico-pathologique. Alzheimer ne fait pas l'autopsie de quelqu'un qui va bien en trouvant des lésions et en décrivant une nouvelle maladie chez quelqu'un qui va bien. Non, c'est quelqu'un qui a un syndrome démentiel. À l'inverse, il ne va pas non plus mettre tous les syndromes démentiels dans le même sac. Et il va les scinder. Déjà, Kraepelin le scindera en 1910 dans son manuel « La maladie d'Alzheimer des autres causes de démence » parce qu'elle a ses singularités. Donc vous voyez, un même phénotype déjà peut donner plusieurs lésions neuropathes et à l'inverse, on ne va pas décrire des lésions neuropathes chez quelqu'un qui va bien. Donc cette dualité, elle est là depuis le départ, même si on a tendance à l'oublier. Alors pourquoi on se fige, on se crispe sur cette approche clinico-pathologique ? Eh bien, il faut remonter à la République de Venise au XVIIIe siècle avec Jean-Baptiste Morgani, qui est le père de l'anatomopathologie moderne. Alors en général, on ne le connaît pas trop en neuropsychiatrie parce qu'il ne s'est pas intéressé au système nerveux. Mais ça a été le premier à amener ce nouveau paradigme qui est on fait l'autopsie, on regarde ce qu'il y a d'anormal à l'autopsie et on fait le lien avec les symptômes cliniques qu'on a observé du vivant du patient, donc cette approche anatomo-clinique qui va faire ensuite école en France avec l'ANEC et tout ça, et puis évidemment notamment à la Salpêtrière avec Jean-Martin Charcot qui va être novateur dans le sens où il va être le premier à appliquer cette technique au système nerveux et décrire et classifier les maladies neurologiques pour le coup selon cette approche clinico-pathologique. Et on fait un petit coup d'accélérateur jusqu'en 1984, ce n'est pas le centre du topo, mais on arrive à la fin du XXe siècle et cette maladie un peu oubliée ressort au grand jour. Mais le concept reste le même. On reste sur l'idée que la maladie d'Alzheimer est une maladie clinico-pathologique. Le diagnostic définitif, vous voyez, reste avoir les critères cliniques de maladie d'Alzheimer probable, donc le syndrome démentiel, et les preuves histopathologiques. Donc on reste sur un concept de maladie clinico-pathologique. Pour autant, son opérationnalisation, son utilisation en routine de soins, fait appel à une approche probabilistique et purement phénotypique. On s'est dit, de toute façon, on ne peut pas avoir accès à l'autopsie du vivant du patient, donc on va faire de manière probabiliste. Et donc, on a défini en 1984 les critères de McCann que vous devez probablement connaître, donc qui sont les critères cliniques de maladie d'Alzheimer dites probables à cette époque. Et donc, on s'en est tenu à ça pendant une vingtaine d'années, puisqu'on n'avait rien d'autre sous la main. Donc, il y a eu quand même beaucoup de travaux à partir d'une approche purement phénotypique d'une maladie qui, conceptuellement, restait une maladie clinico-pathologique. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, déjà, ça donne que même quand on est un expert neurologue de ces maladies, on se trompe dans un tiers des cas. Les stéréotopsiques ont montré que tous les patients diagnostiqués par des centres tertiaires, maladie d'Alzheimer probable,
dans un tiers des cas, quand vous faites l'autopsie, il n'y a pas de plaque amyloïde, il n'y a pas de dégénérescence neurofibrillaire. Donc déjà, ça vous montre les limites d'un diagnostic purement phénotypique. C'est-à-dire qu'en fait, vous croyez avoir dans 100% des cas un Alzheimer, ce n'est pas le cas. Et de fait, on a diagnostiqué depuis et décrit des nouvelles maladies qui s'appellent le late, le part, qui sont des phénocopies de maladies d'Alzheimer quelque part, ces syndromes amnésiques dégénératifs progressifs, mais qui à l'autopsie ne sont pas associés avec les plaques et les dégénérescences neurofibrillaires. Et vous voyez que ça représente à peu près, aujourd'hui les données nous disent qu'on a à peu près 2 tiers, 3 quarts des patients qui ont un phénotype de maladie d'Alzheimer qui sont des vraies maladies d'Alzheimer, avec un peu de copathologie au passage, mais un bon tiers, un bon quart qui sont d'autres maladies neurodégénératives avec d'autres agrégats protéiques. Au-delà de découvrir qu'on se trompe dans un tiers des cas, on s'est aussi trompé en ne diagnostiquant pas une maladie d'Alzheimer chez d'autres phénotypes cliniques. On a aussi découvert que la maladie d'Alzheimer, ce n'était pas que cette démence amnésique, pour résumer, mais aussi ça pouvait être une atrophie corticale postérieure, donc une forme neurovisuelle au premier plan sans amnésie, ou encore ce qu'on appelle aujourd'hui la variante logopénique d'une aphasie progressive primaire, qui dans la majorité des cas va être une maladie d'Alzheimer également. Donc vous voyez, on a décrit d'autres phénotypes, il y a d'autres expressions phénotypiques de la maladie d'Alzheimer, montrant à nouveau les limites d'un diagnostic purement phénotypique. Et puis évidemment, avec les avancées dans la génétique, il y a des hypothèses physiopathologiques qui ont été mises en place. Vous connaissez tous l'hypothèse de la cascade amyloïde, qui postule que tout part de l'amyloïde et descend jusqu'aux symptômes. Et cette cascade, qu'elle soit vraie ou pas, en tout cas, elle a mené à des développements thérapeutiques, avec notamment le développement de vaccins, puis aujourd'hui d'immunothérapie anti-amyloïde. Donc se pose aussi la question, quand vous avez un diagnostic purement phénotypique, comment vous mettez en adéquation une immunothérapie ciblée sur un mécanisme biologique donné et un phénotype qui vous donne aucune assurance, même très forte, pas plus de 2 tiers des cas, quant à la biologie sous-jacente. Ce qui nous a évidemment permis d'aller en avant, c'est le développement des biomarqueurs. Parce que grâce d'abord à la caractérisation biochimique, puis ensuite le développement, on a pu comme ça développer soit des marqueurs PET, soit des marqueurs fluidiques dans le LCR, puis maintenant même dans le plasma, qui nous disent oui, ce patient a des plaques amyloïdes dans le cerveau, oui, ce patient a des dégénérescences neurofibrillaires dans le cerveau, et ça, c'est arrivé il y a une vingtaine d'années. Et donc, une fois qu'on a eu ces biomarqueurs, on est arrivé aux critères clinico-biologiques. On s'est dit, bon, voilà, le clinique pur, on se trompe dans un tiers des cas, donc maintenant, arrivons vers le clinico-biologique, c'est-à-dire un patient qui a un certain nombre de critères cliniques et puis avec des biomarqueurs qui nous orientent vers le fait qu'il a bien des plaques et des dégénérescences neurofibrillaires. Donc, ça y est, on a enfin avancé vers quelque chose qui nous ramène à la maladie d'Alzheimer telle que décrite par Alois lui-même au début du XXe siècle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, évidemment, parce que l'arrivée de ces biomarqueurs nous donne aussi d'autres données. L'arrivée de ces biomarqueurs nous permet en effet de découvrir qu'il y a plein de gens qui ont des biomarqueurs positifs, mais en fait qui n'ont pas de symptômes. Et là, ça nous met évidemment dans une situation qu'on n'avait pas forcément anticipée, puisque jusqu'à présent, la plupart du temps, ceux qu'on autopsie ont des symptômes. Et puis, en même temps, on a compris l'histoire naturelle de la maladie d'Alzheimer. On sait bien que les plaques amyloïdes arrivent avant les symptômes. Donc, ça crée des crispations dans le domaine. En tout cas, il y a 2 mouvements qui se créent. Il y a le premier mouvement qui est porté par Bruno Dubois et l'International Working Group qui propose de rester dans un concept de maladie clinico-biologique où finalement la maladie est définie comme la probabilité que vous avez des lésions neuropathologiques de l'Alzheimer qui expliquent les symptômes de votre patient. Et à l'inverse, l'Alzheimer Association américaine qui, elle, change de concept, propose en tout cas de changer de concept de maladie. On n'est plus dans un concept clinico-biologique mais purement biologique. La maladie d'Alzheimer devient la présence de plaques amyloïdes et donc devient un grand continuum depuis les premières plaques qui se déplosent jusqu'aux stades les plus avancés de syndrome démentiel. Et notamment, ce qui crispe les choses, c'est évidemment pas chez les patients qui ont des symptômes, là tout le monde est à peu près d'accord, mais c'est les gens qui n'en ont pas. Et quand vous êtes dans un contexte clinico-biologique, vous pouvez créer 2 catégories nosographiques chez les asymptomatiques selon leur degré de risque de développer la maladie d'Alzheimer clinico-biologique telle qu'on l'entend. Si vous êtes à fort risque, le concept clinico-biologique vous dit que vous pouvez effectivement avoir un diagnostic pré-symptomatique de maladie d'Alzheimer. De toute façon, vous avez un risque proche de 100% d'avoir les symptômes un jour de votre vie.
Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et beaucoup de gens qui ont les lésions ne développeront jamais de symptômes. Donc on crée une deuxième catégorie qu'on appelle les asymptomatiques à risque. Mais vous voyez, on ne leur donne pas le diagnostic de maladie d'Alzheimer, on ne les traite pas de la même façon. C'est un peu comme dans le cancer et dans le pré-cancer. Une gammapathie monoclonale de signification indéterminée, ce n'est pas un myélome multiple. Pourtant, les deux peuvent être asymptomatiques. A l'inverse, si vous êtes dans une perspective purement biologique, vous n'avez plus qu'une maladie. Et vous avez un grand continuum avec des stades, stade préclinique, stade prodromique, stade démence légère, etc., etc. Et donc, l'an passé, l'Alzheimer Association est même allé jusqu'à l'étape d'après. Jusqu'à présent, c'était dans un contexte de recherche. Maintenant, c'est même en clinique. On définit, vous voyez, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est un diagnostic purement biologique, selon cette approche. Si vous avez des biomarqueurs qui ont une précision suffisante vis-à-vis de la neuropathe, et en l'occurrence cette série de biomarqueurs, un PET amyloïde, des ratios anormaux dans le LCR ou un plasma phosphoto 217, à ce moment-là, cela suffit pour avoir une maladie d'Alzheimer, que vous ayez des symptômes ou non. A l'inverse, l'International Working Group, donc vous voyez la querelle, propose en parallèle de rester sur ce concept clinico-biologique où on peut faire un diagnostic si et seulement si non seulement vous avez les biomarqueurs, mais des symptômes. Et après, quand vous n'en avez pas, deux catégories qu'on a déjà détaillées, présymptomatiques ou asymptomatiques à risque. Et juste pour vous illustrer que ce n'est pas juste une bataille conceptuelle, c'est que ça s'applique à des observations réelles de biomarqueurs disponibles ou sur le point de l'être. Par exemple, ces données toutes récentes publiées dans le JAMA montrent que chez les sujets qui soient asymptomatiques à gauche ou symptomatiques avec un trouble cognitif léger à droite, lorsque vous avez une combinaison de PET amyloïde positif et de PET tau positif, alors votre pronostic est mauvais. En revanche, si vous avez juste, c'est ici la courbe orange, en revanche, si vous avez juste un PET amyloïde positif mais un PET tau négatif, en gros vous avez des plaques mais très peu de dégénérescence neurofibrillaire, eh bien vous voyez, votre pronostic, il est un peu moins bon que si vous avez un PET amyloïde négatif, mais il n'est pas non plus catastrophique, loin de là. Vous avez des odds ratios qui s'échelonnent entre 1.4 et 2.1, ce qui est somme toute beaucoup plus limité. Donc vous voyez que cette classification, alors que l'Alzheimer Association va qualifier tous ces gens-là de maladie d'Alzheimer, eh bien l'International Working Group va qualifier seulement ceux-là de maladie d'Alzheimer présymptomatique et les autres à risque. Alors, au-delà de ces querelles que certains qualifient de purement sémantiques, il faut quand même se rendre compte que redéfinir une maladie biologiquement, ça peut avoir aussi des impacts épidémiologiques. Lorsque on commence maintenant à avoir des données un peu épidémiologiques grâce à ces biomarqueurs, si vous regardez dans le monde tous les gens qui ont une PET amyloïde ou un LCR positif pour la maladie d'Alzheimer, vous vous rendez compte qu'en fait, les 3/4 de cette population est en fait asymptomatique. Donc si vous redéfinissez la maladie d'Alzheimer comme un concept purement biologique, eh bien, vous multipliez par 4 la prévalence de la maladie. C'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, bling bling en termes de marché, on multiplie par 4 le nombre de clients, c'est parfait. Donc vous voyez que juste cette redéfinition biologique, elle peut avoir des conséquences. Elle peut faire passer des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, de problèmes majeurs de santé publique, à celui d'un éventail, d'une maladie avec un éventail de pronostics hétérogènes avec de nombreuses conditions cliniques bénignes. Et puis évidemment, sans parler des incompréhensions entre les cliniciens, les patients, et puis même évidemment nos politiques qui doivent prendre des décisions de santé publique. Même si vous voulez faire sortir le phénotype clinique de votre définition, en fait, il revient par la fenêtre. Comment ça se fait? Parce que en fait, les biomarqueurs que l'on utilise en routine, ils n'ont pas une précision de 100%. Les précisions de 100%, ça n'existe qu'en génétique, et c'est Boris qui vous en parlera. Les précisions qu'on a, nous, plasmatiques, LCR, on a à peu près de l'ordre de 90%. 90%, vous allez me dire, c'est acceptable. Oui, tout le monde va considérer ça acceptable, qu'on se trompe une fois sur 10 en routine. Sauf que ça, c'est oublier un petit truc qu'on a tous appris à la fac de médecine, un peu compliqué, la différence entre sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et négatives. Bon, je vous la fais courte. L'idée, c'est de montrer que selon votre contexte clinique, eh bien, votre biomarqueur, vous allez avoir plus ou moins de faux positifs. Ça, c'est ce qu'on utilise tous, par exemple, intuitivement, lorsque vous prescrivez des dédimères. Si vous prescrivez des dédimères à quelqu'un qui a une forte probabilité d'avoir déjà une EP, ils ne servent à rien. Vous allez quand même de toute façon l'amener votre patient à l'angioscan. C'est le principe des scores de Genève, etc., qu'on nous a bourré le crâne à la fac. Donc, en gros, ça vous dit que votre résultat, il dépend de votre probabilité pré-test. Si vous avez déjà une forte certitude, eh bien que votre biomarqueur est positif, là, vous pouvez en avoir confiance. Et c'est ce qu'on montre ici, les gens qui ont un trouble cognitif léger de type Alzheimer, si vous avez un biomarqueur positif, la probabilité que ce soit un faux positif, elle est quand même faible. En revanche, si vous avez une simple plainte cognitive, mais que votre bilan est normal, eh bien, dans cette population, il y a à peu près 20% seulement
de pathologie Alzheimer sous-jacente, c'est ce qu'on connaît en population générale, à ce moment-là, vous passez de 10% de faux positifs à 40% de faux positifs. Votre valeur prédictive positive chute parce que, évidemment, c'est une population où il y a beaucoup moins d'Alzheimer dans votre probabilité pré-test, donc vous prenez plus de risques que votre test positif soit en fait un faux positif. Donc, vous voyez, vous avez beau essayer de redéfinir conceptuellement la maladie d'Alzheimer comme une entité biologique, vous avez toujours besoin du contexte clinique pour l'interpréter. Donc, la définition biologique, vous voyez, peut avoir cette conséquence d'augmenter le risque d'erreur diagnostique et d'entraîner évidemment à son tour aussi plus d'inégalités dans le soin. Parce que, évidemment, les cliniciens les plus experts feront toujours bien la correspondance entre les marqueurs et le phénotype. Mais ceux qui sont moins experts, ce sera de plus en plus difficile, surtout si on leur dit il suffit d'un biomarqueur positif pour faire le diagnostic. Et puis, il y a aussi le risque de mettre sur le marché des médicaments qui n'ont pas d'efficacité clinique. Je m'explique, des KOL du domaine ont récemment proposé que désormais, il faudrait autoriser les médicaments anti-amyloïdes dans l'Alzheimer sur la base seule de leur PET amyloïde. Vous avez un médicament qui nettoie le PET amyloïde, ça devrait suffire pour avoir une AMM. Eh bien, malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça, et on a récemment répondu à ça avec Vincent Planche de Bordeaux. Si vous regardez les essais qui ont été faits ces dernières années avec les immunothérapies les plus efficaces, toutes nettoient significativement le PET amyloïde. Seulement, la moitié ont un effet clinique. Donc, si vous prenez le PET amyloïde comme référence, vous prenez le risque d'autoriser à peu près 50% de médicaments qui n'ont pas d'efficacité clinique. Donc, ça augmente le risque d'AMM sans effet clinique et il ne faut pas oublier que dans Alzheimer, il y a de plus en plus d'essais aussi sur ces formes dites précliniques. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire finalement de ces gens qui vont bien, qui ont juste des plaques, le médicament nettoie les plaques, mais quid de l'efficacité? Donc, voilà où je voulais vous emmener. Il faut être clair, le biomarqueur, on transformait le diagnostic, le pronostic et la thérapeutique de Alzheimer. Sans biomarqueur, on se trompait quand même dans un tiers des cas. Le tout biomarqueur a néanmoins un impact et un risque, on vient de le voir. On prend le risque de redéfinir une maladie qui est différente, qui a un impact distinct de santé publique et qui va avoir aussi un impact sur la pratique clinique et l'autorisation des médicaments. Et donc, ma conclusion pour vous, c'est dans les maladies dont la cause n'est pas connue comme les nôtres, la plupart des nôtres en tout cas, mais ce qui n'est pas le cas par exemple de la maladie de Huntington ou des maladies à prion, où là vous avez une cause simple et connue, tout le monde va développer les symptômes. Donc là c'est assez simple de définir une maladie. Chez nous c'est plus complexe, on ne sait pas. Donc quand on ne connaît pas la cause, eh bien à mon sens, et c'est mon opinion personnelle, je trouve que l'approche clinico-biologique permet cet ancrage clinique qui nous rassure en termes de pronostic mais aussi de diagnostic, et tout en assurant quand même qu'on est sur une base physiopathologique cohérente pour nous, amyloïdes et tau, et actionnable évidemment sur le plan thérapeutique, qu'on ne se mette pas à prendre tout et n'importe quoi pour après diluer des médicaments qui ont une action ciblée. Voilà, je vous remercie pour votre attention.